début 2021, fait une levée de fonds dans laquelle investissent Kering, le groupe de luxe, et qui est la maison mère de Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga. Bonjour et bienvenue sur le podcast Origine. Comme vous le savez, aujourd'hui, la seconde main dans le domaine du luxe est de plus en plus populaire, et notamment chez les jeunes consommateurs qui sont à la recherche d'articles de qualité à un moindre prix. Et pour cette occasion, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Bernard Osta, le directeur financier de chez Vestiaire Collective, et voici son histoire. J'ai commencé ma carrière en 2006 à New York, chez Lazare, banque d'affaires. J'ai bossé là-bas 3 ans. Hyper intéressant, évidemment, parce que 2006-2007, c'était un gros boom dans le secteur sur lequel je bossais avec Téléfusion-Acquisition. Et puis, à partir de 2007-2008, il y a eu la Great Financial Crisis. Ouais, les subprimes. Crise des subprimes, exactement, qui a commencé mi-2007. Ouais. Première faillite, c'était Bear Stearns, la banque. Puis en 2008, Lehman Brothers qui a fait faillite. Et toutes les autres banques qui étaient en grosse difficulté. J'avais de la chance que Lazare, c'était pas une banque de bilan, c'est vraiment une pure banque d'affaires. Donc, ils s'étaient hyper bien adaptés. D'un coup, un peu moins de M&A sur le marché, mais beaucoup plus de restructuration. Ouais. Donc, on était restés hyper occupés, mais vraiment au milieu du turmoil, au milieu de cette crise, en début de carrière. Ouais. Je me rappelle, on passait beaucoup de temps à regarder sur Yahoo Finance le prix des actions, Google Finance, le prix des actions qui tombaient, avec très peu de recul par rapport à la situation. Et puis finalement, Ça s'est les repris. choses se sont stabilisées. Ouais, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Donc- Aux US, ça a rebondi rapidement. Et moi, je suis revenu en France. Ouais. Et puis 2010-2011, ça allait un peu mieux. Mais à partir de mi-2011, à nouveau, il y a eu un gros ralentissement en Europe, qui était un vrai soubresaut de cette crise. Donc, dans une conséquence de la crise initiale, avec des pays qui étaient en grosse difficulté. Ouais. Grèce. Oui, c'était l'époque de la Grèce, ouais. Et moi, à l'époque, je me souviens, j'avais bougé. Donc, j'ai fait mes 5 premières années chez Lazare, 2006 à 2011. 2011, je suis passé chez Goldman Sachs, pensant que c'était un super move. Et in fine, c'était un super move. Mais sur le moment, j'étais passé d'une banque où j'avais bossé à New York et à Paris. Je connaissais beaucoup de monde. Par hasard, je connaissais même le CEO, etc. Et je me suis retrouvé chez Goldman, qui était une banque beaucoup plus grande, en plein milieu d'une crise, où tu entendais, crise, tout de suite, tous les chiffres étaient énormes, ajustements sur les équipes, etc. Je me suis dit, est-ce que c'était le bon timing pour faire le changement? Ouais. Et puis, in fine, le marché a rebondi petit à petit, comme souvent dans les cycles. Donc, on a eu un long cycle progressif d'amélioration qui est arrivé jusqu'à 2021. Et puis, Ok, avec le Covid, etc. Ouais. Mais justement, on va parler de ton parcours, peut-être avant de parler de Vestiaire Collectif et essayer de remonter aux origines. Hein, c'est un petit peu la philosophie du podcast. Ouais. Avant d'aller aux États-Unis, donc tu as fait une école, c'est ça, à Paris, Ouais. HEC. Absolument, absolument. Et tu racontais une anecdote assez marrante, la radio pirate. Est-ce que tu peux élaborer dessus? Absolument. Grande fierté de mes années HEC avec le rugby. Je pense que c'était les 2 grands piliers. On avait créé, c'était des élèves un tout petit peu plus âgés que moi qui avaient commencé, et puis après j'avais organisé les choses, une radio sur le campus, qui était un peu un mythe sur le campus, parce qu'on dit souvent que Dominique Strauss-Kahn, qui avait fait lui aussi HEC, avait essayé de faire une radio sur le campus et avait échoué. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'on disait. Et donc, nous, on avait créé cette radio qui, au début, était pirate, donc elle n'était pas officielle. Alors, quand c'était pas officiel, c'était génial, c'était très mystérieux. Les gens fumaient dans le studio, etc. Il y avait toujours de la fumée, ce qui ajoutait un peu un côté Un peu à la Skyrock, hein? dramatique. Ouais, côté dramatique. Et puis, pour se connecter, c'était une radio sur Internet, sur Winamp. Il fallait recevoir le lien. Donc, on envoyait le lien de façon très sélective parce que c'était secret. Donc, quand tu recevais le lien, c'est que tu étais dans les bons cercles. Et tu écoutais la radio et tu disais que c'était génial, etc. Ouais. C'était bricolé. Finalement, comme j'étais ambitieux et motivé, j'avais un peu structuré l'association. C'était devenu une association formelle, reconnue. Et à partir de là, c'était génial. Il y avait plein d'émissions. Il y avait une 15aine d'émissions par semaine, avec une grille qui était assez bien établie. On émettait l'après-midi et le soir, le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il y avait des émissions de sport, des émissions de jazz, littérature, une émission de filles, une émission de 3e année, de 2e année, etc.
mais ça avait un peu perdu assez rapidement le côté radio pirate Ouais, et la magie qui allait avec. Donc ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même, sur une année, ça a été un beau succès. Donc c'est vrai que quand j'ai vu le micro là dans ce studio, ça a rappelé des souvenirs. ça m'a rappelé le souvenir. On a bien évolué depuis Winamp maintenant, Ouais, hein, non, mais quelques vingtaines d'années après. pas mal, mais pas si loin non Non. plus. Et justement, cette radio pirate, qu'est-ce qu'en pensait la direction ou les professeurs? Est-ce Et que tu avais c'était des OK. retours? Ouais, c'était OK parce qu'elle était officielle et au final, c'était un très bon enfant. C'était Ok. un très bon Et enfant. donc, ça a duré combien de temps, cette radio pirate? Donc moi, je l'ai fait essentiellement quand j'étais entre première et deuxième année. Puis après, on a passé la main et je suis parti en césure pendant une année. Quand je suis revenu sur le campus un an plus tard, il restait pas grand-chose. Il restait Ok, le matériel, mais ça tournait plus trop. Donc ok. ça a été un succès bref mais intense. Très bien. Et tu racontais, donc tu finis HEC, après tu pars aux États-Unis, Absolument. tu vis un séisme économique, notamment avec les crises aux États-Unis, 2000. Comme je C'est disais, ouais. sans m'en rendre compte tous les jours, mais ouais, c'était la plus grosse crise qu'on ait connue de ces 25, 30, 40 dernières années, ça c'est sûr. Comment tu l'as vécu? Il y avait une effervescence, il y avait une anxiété, il y avait une pression. Non, j'étais trop jeune. La réalité, c'est trop jeune, hyper busy, parce que quoi qu'il arrive, on avait beaucoup de boulot. Donc oui, tu regardais un peu ce qui se passait à droite, à gauche, mais la réalité, c'est étant jeune analyste, il y avait énormément de travail. Donc on travaillait matin, midi, soir, la nuit, etc. C'était vraiment les horaires de banque d'affaires tels qu'on les imagine. J'avais aussi eu la chance de travailler sur une opération hyper intense, hyper visible, dont je te parlais avant, qui était l'acquisition de Budweiser par Stella, Ok. qui a été annoncée, je me rappelle, 14 juillet 2008, jour de la fête nationale. Ouais. Le temps entre l'annonce et le closing, le paiement d'une opération, il y a toujours 3-4 mois. Il y Ouais. a eu la faillite de Lehman, qui aurait pu vraiment remettre en cause cette opération, parce qu'il y avait des gros financements qui étaient apportés par une dizaine de banques. Et pour autant, le deal était tellement évident et allait générer beaucoup de synergies que les 10 banques qui soutenaient l'opération ont toutes confirmé leur financement. L'opération s'est faite en novembre 2008. Donc en fait, au cœur de la crise, moi j'étais hyper busy Ok. à travailler hyper occupé à bosser sur une opération voilà, qui était très prenante. Et suite à cette opération, quand il y a des grosses opérations comme ça, parfois il y a des sessions qui suivent. Donc le groupe consolidé avait dû vendre pas mal d'actifs de taille dans différentes géographies. Et donc j'avais bossé sur ça, donc ça m'avait gardé, à nouveau, ça m'avait gardé occupé. Donc la crise, elle était spectaculaire, mais j'étais beaucoup trop jeune et aussi Ouais. sans responsabilité familiale Ouais. pour me rendre compte de l'implication, quoi. Bien sûr. Si tu vis la même crise quand tu es à 15-20 ans d'expérience avec une famille, beaucoup d'actions détenues dans telle ou telle banque, etc., Ouais. c'est une autre Tu le sens expérience. passer, ouais. Ouais, Et après ça, donc Goldman Sachs. absolument. Et ensuite, tu es revenu en France? Donc, je suis revenu dans New York. J'ai fait 3 ans chez Lazare, Ok. qui est une super banque. Je suis rentré chez Lazare à Paris, où j'ai continué de bosser sur des super deals. J'ai notamment fait une super opération pour Danone en Russie. Ok. Heureusement, ça s'est mal terminé quelques décennies plus tard, mais c'était à l'époque un deal hyper intéressant. Et puis, j'ai eu l'occasion de passer chez Goldman Sachs. La réalité, c'est que j'adorais Lazare. Et j'adorais les US et tout ce que ça représentait. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'aller dans cette banque qui est un peu leader, en tout cas qui a cette image de leader mondial Ouais. de la banque d'affaires. Bien sûr. Et j'ai passé 10 ans chez Goldman. Exceptionnel aussi. À nouveau, je te le disais tout à l'heure, beaucoup des situations très, très internationales. On a vendu une chaîne d'hôtels à un grand groupe chinois. On a vendu une boîte de papier à un groupe de papier japonais. J'avais fait l'IPO de Carrefour au Brésil. Ok. J'avais fait mon premier deal en Turquie. Donc c'était chaque opération, c'était une histoire en Ouais, elle-même, et chaque opération, on pourrait lui accorder un Un podcast. podcast, ouais. Et j'adorais l'ambiance. Il y a évidemment Goldman, il y a ce leadership, mais du coup, il y a une ambiance de travail liée à ce leadership qui est hyper motivante sur le long terme. Pas quelque chose que tu ressens tous les jours. Sur le long terme, quand tu dis est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses, de bosser dans la bonne boîte, c'était quelque chose qui était très présent et avec un côté aussi intéressant. Souvent, on se dit, ah, ces grandes boîtes, le côté entrepreneur est peut-être moins développé. Ouais. Et en fait, la réalité, c'est que Goldman, dans cet exemple, était une entreprise qui
est très, très entrepreneurial, qui te laissait beaucoup de liberté pour aller chercher du business, pour aller développer une idée, pour organiser un événement. Ça Et te donc, plaisait comme environnement? ça me plaisait. Ça m'a surpris quand j'ai rejoint, parce que moi, je m'attendais à avoir quelque chose de très Cadré, c'était mission, on etc. voit un peu l'image que Goldman a de l'extérieur, une entreprise où ouais, rien ne dépasse. Ouais, La réalité, c'est de l'intérieur, il y a un niveau d'entrepreneuriat qui est ouais. hyper développé. Et Donc cette philosophie start-up au sein d'une ouais, une très grosse j'irai multinationale. pas trop jusqu'à Non, non, mais start-up, mais mais c'est le côté intrapreneur finalement. beaucoup de liberté. C'est donner à ses cadres ou à ses employés la capacité d'innover Ouais. ou d'amener du bise. Notamment, il y avait un petit détail, mais très vite, on te donnait un titre chez Goldman de Executive Director. Au bout de 6-7 ans, tu avais cette carte. Et que tu es dans une autre banque, quand dans toutes les autres banques, tu vas plutôt attendre 10-12 ans pour l'obtenir. Et en fait, ça te mettait dans une position très jeune d'avoir un peu ton license to kill, Ouais, et license to go and get business. ouais. Et ça, c'était quelque chose, ça te responsabilisait. Et tu disais, bon, ok, ça y est, moi maintenant, je suis executive director. Claque La les mains à classe, l'époque. papa, maman. Et donc, tu vas très rapidement, tu dis, ok, bah, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et ça, c'était très bien. Après, Ok. c'était dans un cadre très organisé. Donc, en Ouais, fait, ils arrivaient à mettre en place un cadre très organisé au sein duquel il y avait beaucoup de liberté. ok. Et donc, pour anticiper ta prochaine question, moi, j'étais très content chez Goldman. Ça se passait bien. J'avais prévu de continuer, etc. J'avais des perspectives de promotion à court terme qui étaient assez importantes. Et j'ai fait cette opération de financement pour Vestiaire Collective début 2021. Vestiaire Collective, bon, je reviendrai après un peu dessus. Restons sur la transition. Donc, début 2021, on fait une levée de fonds dans laquelle investissent Kering, le groupe de luxe, et qui est la maison mère de Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, et Tiger Global Management, qui est un des grands fonds de technologie basés aux États-Unis. Les deux investissent dans des conditions exceptionnelles, donc superbe opération. Et là, le CEO de Vestiaire, Max Bittner, me dit, OK, great, now you're joining sur WhatsApp. Là, tu étais encore chez Goldman Je Sachs. suis encore Et chez Goldman et c'est Sachs. toi qui as facilité cette transaction. Exactement. Ok. J'étais en charge du projet. Et donc, je lui dis, pas du tout. Je suis pas du tout, Max. Pas du tout bon Il te timing. voulait dans l'entreprise, il t'a débauché. Ouais, il m'a fait cette proposition. Et puis bon, tu sais jamais, un client qui te fait une proposition, tu sais pas si est-ce qu'il est sérieux, pas sérieux, est-ce qu'il le pense vraiment. Je pense de toute façon, faut se donner le temps de la réflexion. De toute façon, il faut un peu tester et dire non. Mais moi, c'était un vrai non. C'est vraiment, j'étais chez Goldman, j'avais pas du tout. Je bossais avec passion sur chacun des dossiers dont je pouvais m'occuper. Mais j'étais content d'être chez Goldman et j'adorais ce métier. Et puis il est revenu. Il est revenu un mois plus tard et il m'a dit, m'a reposé la même question. Now you're joining. Et C'était là, même pas une question, c'était une affirmation, c'est ce que je comprends. non, mais ça, c'est un peu à l'anglo-saxonne. Ouais. C'était quand même une question. Et je me suis dit, bon, client qui insiste, donc par un peu conscience professionnelle, client qui insiste, il faut répondre de façon organisée. Donc, je rentrais à la maison, je me vois encore le faire, j'ai pris une feuille et j'ai dit, restez chez Goldman, bougez chez Vestiaire Collective. Et donc, il y a la réalité de l'époque. D'accord, la réalité de l'époque, c'est pas forcément la réalité d'aujourd'hui, mais à l'époque, je me suis dit, bah, tiens, il y a eu un vrai alignement de planètes pour me dire, tiens, il y a une opportunité chez Vestiaire Collective. Et là, je vais décrire un peu l'alignement de planètes. C'est vraiment à nouveau, il faut prendre un peu de recul. À l'époque, 2021, moi j'ai zéro expérience en corporate. J'étais très content chez Goldman. Et c'est la façon dont je voyais la situation à l'époque. Et je suis très content de ce choix, hein. C'était une super décision. Mais c'est intéressant de se dire, ah, tiens, quand on analyse un problème à un moment donné, ben, tiens, 3 ans plus tard ou 3 ans plus tôt, on va l'analyser de façon différente. Donc, je m'entendais très bien avec Max, bon, personnellement. Deux, au-delà de cette entente qui est intéressante, je voyais qu'il y avait, c'était quelqu'un qui était très successful. Comme je te le disais, il avait précédemment créé Lazada, et un peu l'équivalent d'Amazon en Asie du Sud-Est, qu'il avait revendu à Alibaba, et puis il est arrivé chez Vestiaire à un moment où ça avait été un peu plus dur pour Vestiaire, et puis il avait réaccéléré, transformé le business, introduit beaucoup plus de technologie. Donc je me dis, ok, c'est un super leader, bien de bosser avec lui. Ensuite, je m'entendais très bien avec l'ensemble de l'équipe. Non, je m'entendais très bien, je ne connaissais pas si bien que ça, mais
l'ensemble de l'équipe de direction Les fondateurs. alors les fondateurs, mais aussi toute l'équipe, soit le Chief Technology Officer, Chief Ouais. Commercial Officer, la responsable marketing, qui d'ailleurs aujourd'hui est ministre de l'intelligence artificielle, C'est vrai? Kara Chapaz. Ah oui, je l'ai vu au salon de l'agriculture, je Elle m'a crois. dit qu'elle te connaissait il y a quelques temps. Qu'elle me connaissait? Quand elle était encore à la French Tech. Oui, je t'avais mentionné il y a quelques temps et elle m'a dit ah oui, 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 et tout. Alors, Ok. peut-être que, bon, c'était Je sais sorti, pas. peut-être qu'elle Oui. était pro maintenant et tout, mais. Et donc, bon, ce qui me rassurait, vous venant de Goldman, etc., c'est ah, tiens, telle personne vient de chez Amazon, telle autre personne avait bossé chez Lazada, telle autre personne vient du BCG. Donc, quand tu vas bouger dans un corporate pour la première fois, dans ma position, c'était des éléments qui étaient assez rassurants. Ouais. Donc, je me dis, ok, très bonne équipe. Ensuite, moi, j'avais toujours eu cette volonté d'être manager. Et bon, en banque d'affaires, tu l'es un petit peu, mais c'est un peu des petites équipes, ça change d'un projet à l'autre. Là, je rejoignais le COMEX d'une entreprise où de facto, tu as une position de leadership, de facto, tu as l'opportunité de parler aux 700, 800 employés de vestiaire collective, euh, et donc d'avoir un vrai rôle dans le développement du business, un vrai rôle dans la motivation, du day-to-day, etc. Ouais. C'est quelque chose d'important, et en tout cas que je valorisais beaucoup. Ensuite, autre élément, ça me sortait de la finance. Alors ça, c'était un peu une perception. La réalité, c'est que je suis resté pas mal en finance, puis finalement, je suis devenu CFO. Mais quand j'ai rejoint Vestiaire, j'étais Chief Strategy Officer. Ouais. Et donc, Chief Strategy Officer, je me disais, OK, génial, je vais bosser sur définition de la stratégie de Vestiaire, coordination du travail des membres du COMEX, essayer de rapprocher un peu, de créer des ponts entre la finance d'un côté et le business de l'autre. C'était un peu comme ça qu'on avait défini la feuille de route. Et je me disais, bah, très bien, ça va me sortir de mes compétences de pur financier. Et c'est bien en termes d'apprentissage. Quand j'ai rejoint 2021, je venais d'avoir 40 ans. Je me suis dit, très bien, ça va être. C'était naturel pour toi. C'était une Ouais, évolution naturelle. l'apprentissage, ça va être quelque chose de nouveau. Ouais. J'ai mon bagage financier, maintenant apprenons à faire du business. Et tu avais un attrait pour le luxe, l'économie circulaire ou la durabilité? Alors, je vais y arriver. C'est le dernier point. En fait, je me suis rendu compte lors du process qu'on a mené que Vestiaire attirait de l'intérêt de toutes parts. Des maisons de luxe, des sociétés de technologie, des donc maisons de luxe, Kering a investi, mais il y avait d'autres acteurs qui regardaient. Les sociétés de technologie, on voyait, c'était peut-être plus dur pour eux de bouger rapidement sur un deal, mais on voyait qu'il y avait de l'intérêt qui était clair. Et ensuite, quand on était sur les fonds d'investissement, que ce soit en Asie, en Europe, aux US et différentes typologies de fonds, des fonds de private equity, des hedge funds, des fonds vraiment spécialisés croissance, technologie, ou même des family office ou des fonds de plus long terme, il y avait un panel d'investisseurs qui était hyper large. À nouveau, chose qui est très rare. Quand en général, tu gères un process, tu vas avoir des investisseurs, un process de vente ou d'ouverture de capital, tu vas avoir des investisseurs souvent dans ton processus qui vont être assez similaires. C'est rare d'avoir d'un côté une maison de luxe, de l'autre côté un fonds asiatique, hedge fund, et enfin une famille au Canada. C'est rare. C'est même très rare en général. Tu finis avec un investisseur potentiel et tu essaies de bien le garder au chaud pour qu'il réalise l'opération. Et souvent, quand il y en a deux, c'est des profils assez similaires. Donc là, on avait un panel très large et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Vestiaire, c'est une société qui est à la croisée des chemins. Et c'est vrai que c'est une société qui était à la croisée des chemins entre luxe, technologie et économie circulaire. Ouais. Est-ce que moi, je suis un passionné de luxe? Peut-être, pas vraiment. De technologie, peut-être pas. D'économie circulaire, peut-être pas. Mais d'être dans une entreprise qui a ces trois composantes au cœur même de son modèle, ça, pour le coup, il n'y avait aucun doute. Je me suis dit, c'est une opportunité qui est assez unique. Très intéressant. Et voilà, donc cette accumulation d'éléments, pour répéter, le leadership, l'ensemble de l'équipe, faire du management, sortir de la finance et être un peu sur un segment de marché qui est hyper attractif. Ouais. Ça m'a convaincu. Ça m'a permis de convaincre mon épouse que c'était le bon move et ça m'a permis de le faire. Et qu'est-ce que tu penses que Max est venu chercher chez toi? Est-ce qu'il y avait des compétences ou un savoir-être ou un savoir-vivre qu'il a plu?
Je pense, alors parfois c'est peut-être aussi un défaut, mais je suis quelqu'un d'assez optimiste par nature et donc c'est vrai que sur le process, alors après le process qu'on avait mené, il s'était très bien passé et tout, mais comme tout process, il y a des hauts et des bas et quand il y avait des bas, j'avais toujours tendance à aller chercher le prochain point haut et puis me concentrer dessus et cetera. Donc je pense qu'il a aimé ce côté, Combativité, ouais, ouais. combativité, optimisme, voir vraiment le verre à moitié plein. OK. Et maintenant, il m'apprend aussi à voir le verre à moitié vide et anticiper les problèmes. Mais je C'est pense pas que évident ça pour un Américain, non? De voir le en verre tout à cas, moitié vide. il est d'origine allemande, mais très Ouais. anglo-saxon. OK. Non, non, bah, je pense qu'un bon manager doit avoir Ouais. les deux côtés. Donc, ouais, on essaie d'avoir les deux côtés OK. ensemble. Ouais. Et quand tu es rentré chez Vestiaire Collectif, est-ce que Vestiaire Collectif était ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une société avec plus d'1 milliard de capitalisation? Alors, très différent. C'était une société qui était très différente. Donc, je suis arrivé en mai 2021. Et c'est la moitié de la taille. Si on regarde le volume d'affaires, on était plus proche de 500 millions d'euros. Aujourd'hui, on est très proche d'1 milliard d'euros de volume d'affaires, donc Ouais. volume de transactions qui sont réalisées sur la plateforme chaque année. Heu, Chaque société, elle passe dans des cycles différents. Bien sûr. Quand Max est arrivé en début 2019, fin 18, début 2019, il y avait une vraie nécessité de réaccélérer les investissements en technologie. Donc il y a eu une phase, entre, début 19 et je dirais jusqu'à fin 2021, qui est une grosse phase de construction, d'accord? Où, on construit, il faut, redéployer la plateforme, investir en technologie, faire venir des experts pour améliorer, l'expérience utilisateur sur la plateforme. C'était absolument vital. Il y avait peut-être eu historiquement un focus qui était plus porté sur l'expérience utilisateur, sur les aspects luxe, Ouais. consumer, qui, de façon très concrète, se traduisait sur le packaging, la sélection de produits qu'on vendait, qu'on mettait, et cetera. Et peut-être moins sur des aspects très, e-commerce, Ouais. qui était vraiment la spécialité de Max. Et donc, quand j'arrive chez Vestiaire, il y a une mentalité de builder qui est très, Ouais. très avancée, OK. d'accord? Donc des investissements en développement informatique, en On teste beaucoup de choses, on développe, on teste. Ça marche pas, c'est pas grave, c'est-à-dire des on tests, fera des des AB testing, vous présentez, ouais, A/B testing, parfois non. En tout cas, plein de projets, ouais. beaucoup de projets. Le nombre de projets qu'on gérait était très important. La priorisation était, du coup, très difficile et on courait, voilà, il y avait, le marché était très porteur et le marché était très porteur. Les investisseurs étaient très derrière nous à dire: «OK, il faut développer la plateforme» et cetera. Donc nous, on s'est dit: «OK, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça». Et comme le marché se développait beaucoup, en général, les projets fonctionnaient. Ouais. Puis à partir de 2022, 2023, 2024, on a eu 3 années, je suis assez optimiste à nouveau, je pense que maintenant on rentre dans un nouveau cycle, qui ont été des années, sur le marché consumer qui ont été un peu différentes. Ouais. Et où il a fallu et où Vestiaire en fait s'était aussi développé, atteint une certaine taille critique, et on était passé à un moment où, de builder, il fallait shifter un peu plus sur manager. Bien sûr. Et donc ça, cette transition, bah, je l'ai vu au fil des années. J'ai vu qu'on est passé, on est beaucoup plus sélectif sur les projets Ouais. sur lesquels on travaille. On fait beaucoup plus de boulot en amont pour se dire: «OK, quel projet est le plus, va être le plus efficace, va avoir l'impact le plus important» et cetera. Pourquoi on fait tel ou tel projet? Être très sélectif sur: «OK, on va faire lequel, à quel moment, tel projet versus tel projet. Est-ce qu'on peut les faire en même temps ou est-ce qu'on a intérêt à s'occuper de l'un dans un premier temps ou de l'autre dans un second temps?» Donc tout ce boulot, vraiment, je dirais, de management, ouais, ça a évolué parce que le OK. marché a évolué, parce qu'il a fallu s'adapter. Et Ça, donc, cette transition, c'était une fois que la technologie, elle est prête, on passe vers un nouveau cycle, justement, qui est celui du la management. technologie, elle est jamais prête parce que la technologie, tu Ouais, peux elle toujours évolue tout le temps. l'améliorer. Et justement, je voulais revenir sur, Ouais, je te coupe, excuse-moi, de revenir sur la technologie, sur le côté building et notamment l'intégration de l'intelligence artificielle. ouais. Quand j'étais venu dans vos bureaux, vous en aviez parlé, vous l'utilisez beaucoup sur plein de process. Est-ce que tu peux nous parler de comment vous l'avez implémenté et qu'est-ce que ça apporte justement à vos utilisateurs, mais peut-être aussi à l'équipe en interne? Ouais. Heu, on a 2 principaux cas d'études. Sur l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a énormément dans notre secteur
à venir. Et à ce stade, on a quelques petits exemples, je trouve, qui sont assez anecdotiques et pas encore game changer. Quand tu réfléchis, nous, l'un des objectifs, c'est de lister les produits de la façon la plus rapide possible. D'accord. Donc, chaque jour sur Vestiaire, il y a à peu près 30 000 produits qui sont mis en ligne. Ok. D'accord. 30 000 produits qui sont mis en ligne. Le listing moyen, il prend à peu près 5 minutes. Ok. D'accord. 5 minutes, c'est court dans une journée pour mettre en ligne un produit qui, sur Vestiaire, le panier moyen, il est à 350, 360 euros. C'est pas bien long. Et la réalité, c'est plus c'est court, plus c'est rapide, plus c'est facile, plus les gens vont mettre des produits en ligne. Bien sûr. Si demain, tu passes de 5 minutes, imagine, à 2 minutes, Ouais. tu vois, c'est pas 30 000 produits que tu vas avoir par jour, tu vas en avoir beaucoup plus. Ouais. Ne serait-ce que les gens qui vont se dire, tiens, j'ai envie de lister quelques produits sur Vestiaire, et qui ont une vingtaine de minutes devant eux, et puis ils vont en lister 5. Mais en fait, si ça prenait 2 minutes, ils pourront en lister 10. Bien sûr. Et après, aller faire autre chose. Ouais. Donc ça, raccourcir le listing, c'est clé. Ok. Et avec la reconnaissance d'image, Oui. c'est quelque chose que tu peux... c'est quelque chose, un sujet sur lequel l'intelligence artificielle peut avoir un gros impact. Tu prends quelques photos du produit au travers de software d'intelligence artificielle, reconnaissance du produit. Ouais. Et donc là, tu commences à faire du préfiling. Titre, Du produit, description. la taille du produit, même, je pense, probablement le motif, comment dire, Le prix. Ouais, alors le prix, on va y arriver, c'est encore autre chose, mais la description, Ouais. d'accord, tout le copywriting, et en plus la description, t'as pas besoin, non, tu peux faire description, c'est une chose, copywriting, c'est autre chose. Ouais, bien On sûr. va essayer de faire quelque chose qui soit... Tout ça, c'est des petites étapes. Chacune ne prend pas trop de temps aujourd'hui, mais si d'un coup c'est pré-rempli, et ça va beaucoup plus vite. Bien sûr. Le prix, tu as raison aussi. Ça, on le fait. On le fait beaucoup basé sur notre plateforme. Donc, c'est un algorithme de pricing. Ok. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'intelligence artificielle à ce stade, mais au travers de l'algorithme de pricing, étant donné qu'on a beaucoup de volume, on peut Ouais. dire, tiens, tel sac en tel état, de telle marque, Ça se vend à tel ça se prix, vend à quoi. tel prix. Donc là, c'est plus un peu la loi. Une espèce d'échelle de prix avec un prix juste. Après, à nouveau, le monde de la sélection, tiens, tu scrolles un peu, etc. On pourrait l'améliorer, on pourrait probablement te dire, tiens, nous, on te recommande ce prix. Alors, on te le recommande, mais je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être à la marge l'améliorer. Donc là, on est sur un exemple où tu pourrais gagner beaucoup de temps et avoir un impact très fort sur le business. Aujourd'hui, on a 2 cas d'études. On a un sur ce qu'on appelle semantic search. Ouais. Aujourd'hui, quand tu tapes sac, motif à fleurs, je crois que c'est Gucci en l'occurrence qui a des sacs à motif à fleurs Gucci, bah, là, historiquement, la recherche va aller chercher les mots motif à fleurs. Et s'il n'y a pas tapé motif à fleurs, ça marche pas. Tu vas pas trouver les sacs de motif à fleurs. Et donc ici, via des softwares d'intelligence artificielle, il y a une conversion de la photo qui a un motif à fleurs, D'accord. d'accord, avec toi qui a écrit motif à fleurs et ce que ça signifie. Ouais. Donc ça va matcher la photo avec le texte que tu as rempli. Et donc, Excellent. ça rend des résultats de search qui sont beaucoup plus pertinents. Hyper important, évidemment, ça, quand tu es acheteur, l'objectif est qu'on te montre le plus vite possible les produits les plus pertinents. Ouais. Il y a un catalogue, on a 30 000 produits par jour, catalogue de l'ordre probablement de 6 millions de produits aujourd'hui sur Vestiaire. Ok. Donc ça, c'est un peu un des avantages avec le succès de Vestiaire, c'est que le catalogue est devenu énorme. Ouais. Parfois, les gens disent plus difficile de trouver. Alors, il y a des gens qui adorent le treasure hunt sur Vestiaire, de Ouais. trouver les bons produits, mais tu as aussi parfois des gens qui disent c'est un peu difficile, etc. Donc ça, sur le semantic search, c'était un gros développement et on voit les résultats, etc. Je vois que vous capitalisez sur l'offre, donc de réduire le temps de listing du produit pour qu'il y ait plus d'offres. Au niveau de la demande, est-ce qu'il y a une espèce de cohérence qui se fait entre les deux pour que la demande suive l'offre? Ouais. Alors, sur les marketplaces en général, mais sur Vestiaire de façon très claire, il y a un alignement parfait entre la croissance de l'offre et la croissance de la demande. Donc, quand tu vois une corrélation qui est de l'ordre de 95%, d'accord. Donc, c'est pour ça, quand je dis, tiens, la première initiative que j'ai mentionnée, c'est une initiative tournée vers l'offre. Tu as toujours ce débat en marketing. Est-ce que tu as envie de dire aux gens de faire de la communication pour les acheteurs et de dire, tiens, achetez sur Vestiaire, pas cher, produits hyper rares, produits de luxe, produits de qualité, etc.
Ou est-ce que tu as envie d'encourager les vendeurs, ce qui est une approche et une communication très différente, de dire ah, Bien vendez sûr. vos produits sur Vestiaire Bien sûr. Collective pour financer vos prochains achats, etc. Ouais. Ça, c'est un débat qu'on a en permanence. Euh, Étant donné, si tu crois à la corrélation, elles sont très fortes, tu devrais pouvoir investir que en seller marketing Ok. pour atterrir loin. Mais c'est plus rassurant d'investir en buyer marketing. C'est plus Ouais. rassurant de dire aux gens achetez à tel prix, achetez sur Vestiaire, trouvez Ouais. des produits uniques sur Vestiaire, etc. Ok. 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 Il y a aussi un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est l'intelligence artificielle, parce que l'un des succès, ce qui a fait, enfin, on pourra en reparler plus tard, mais l'un des succès de Vestiaire Collectif par rapport à eBay, par exemple, c'est l'authentification Oui, que vous avez mis. ouais, Est-ce qu'on va en parler de l'authentification physique, parce que je pense que c'est très important aussi d'en bien sûr. parler, mais est-ce qu'aujourd'hui l'IA, ou est-ce que vous êtes en R&D pour que l'IA puisse vous aider sur cette authentification et réduire le processus manuel, humain, je dirais, sur justement cette Ouais. authentification? Euh, donc, on a des projets sur ce sujet. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais ouais, c'est clair que sur l'intelligence, en fait, on a 2 niveaux, d'accord? Authentification digitale, authentification physique. Chez Vestiaire, et ça, c'est une grosse différence par rapport à d'autres plateformes, 100 des produits qui arrivent sur la plateforme, avant de passer live, Ouais. ils passent par un algorithme d'authentification digitale où on va regarder profil du vendeur, ça c'est très important, évidemment description du produit qui est mise en vente, etc. Sur l'analyse de ce produit, et une fois que l'analyse de ce produit est faite, soit le produit passe En en ligne, public, ouais. ouais, soit il est rejeté, soit il part chez une équipe d'authentificateurs digitaux qui, Ok. eux, vont regarder manuellement les fiches produits Ok. de certains produits. Il y a certains produits sur certaines marques très contrefaits, Ouais. on les fait passer systématiquement en authentification digitale. Ok. Évidemment, plus l'algorithme d'authentification digitale est efficace, plus on va pouvoir communiquer dessus et plus les utilisateurs vont être confortables à acheter des produits à 300, 400, 500 euros Ouais. en s'appuyant uniquement sur l'authentification digitale de Vestiaire Collective. Et c'est là où, à ce moment, l'intelligence artificielle peut nous aider à rendre cet algorithme encore plus efficace. Encore plus performant, ouais. Ensuite, il y a le deuxième filtre, quand même, pour en parler en 2 minutes, sur l'authentification physique. Oui. Donc, les acheteurs, quand c'est cross-continent ou au-dessus d'un certain prix, sont obligés de prendre l'authentification physique. Sinon, c'est optionnel. Et quand les utilisateurs le prennent, donc le produit, au lieu d'aller directement chez l'acheteur, passe dans un de nos centres d'authentification. On en a 4, à Brooklyn, près de Londres, Hong Kong et à Tourcoing. Et dans ce cas-là, on a les équipes, et ça, c'est une des grosses forces de Vestiaire. On a une académie en interne, on forme les authentificateurs. C'est une formation qui dure de 6 à 9 mois, donc qui est très sérieuse, qui est très documentée. Et donc, là, les personnes revoient les produits avec des catalogues, des spécificités très détaillées. On travaille beaucoup avec les marques pour être en permanence à la pointe de la compréhension de l'authentification. On a même parfois des situations où certaines marques disent, ben, voilà, elles donnent vraiment tous les codes, parce qu'elles veulent Ouais. que quand ça passe chez Vestiaire, on soit à 100% ou 0% de taux d'erreur. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup, qui est au cœur de notre modèle, qui est très dur à répliquer parce que c'est le fruit d'années et d'années de training, etc. On remarque que ces équipes où il y a très peu de rotation, Ouais. parce qu'elles aiment beaucoup ce métier, elles aiment le contact avec le produit, etc. Et ouais, c'est une des grosses forces de Vestiaire. Et ça, bon, l'intelligence artificielle, vous savez, il y a moins d'impact. Justement, alors C'est très bien. on parle C'est très bien. de l'authentification physique, mais quels sont selon toi aussi les critères qui ont fait que Vestiaire Collectif s'est démarqué de toutes ces plateformes qui sont là maintenant depuis des années, comme eBay par exemple? Ouais. Euh, Pourquoi Vestiaire s'est démarqué? On est des spécialistes de la mode de luxe, d'accord? L'industrie de la mode de luxe, on dit souvent Paris, capitale de l'industrie de la mode de luxe. Vestiaire est né à Paris en 2009, fondé par Fanny Moisan et Sophie Hersan. Et Sophie et Fanny, elles étaient dans l'écosystème depuis le premier jour. Donc elles sont nées dans l'écosystème, elles connaissaient tout le monde. Et depuis le premier jour, et ça je le dis souvent aux investisseurs, mais je le dis aussi à mes collègues, je le dis à tout le monde, il y a eu un focus sur le trust et
et des investissements sur ce sujet pour devenir l'acteur de confiance de la seconde main dans cette industrie, qui ont été continus, aucun compromis, aucune petite économie sur ces sujets. C'est vraiment la colonne vertébrale de Vestiaire. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu regardes Vestiaire, on a Kering en investisseur, on a Condé Nast qui est l'éditeur de Vogue en investisseur. Ça, c'est des piliers de l'industrie de la mode de luxe. S'ils viennent investir chez Vestiaire, c'est qu'ils ont confiance dans cet acteur. On a des partenariats, on est la seule marketplace avec des partenariats avec des sociétés de la mode de luxe. Ouais. On a Burberry, on a Gucci, on a Chloé, on a Paco Rabanne, on a Courrèges, qui en plus, je cite toutes ces marques. Chacune, c'est des groupes, elles ne sont pas dans le même groupe, elles sont des groupes qui sont différents. On a une plateforme comme MyTheresa. Donc, on a vraiment un groupe, un portefeuille de sociétés de premier plan de l'industrie de la mode de luxe qui font confiance à Vestiaire. Et à nouveau, l'industrie de la mode de luxe, c'est pas journée porte ouverte. Ouais, bien sûr. Quoi. Toutes ces marques, elles ont pignon sur rue depuis des années. La contrefaçon, c'est un gros sujet. Donc, elles le prennent très au sérieux. Et si elles font confiance à Vestiaire, c'est vraiment parce qu'on a fait de façon consistante depuis le premier jour, ça fait 15 ans, un boulot de top qualité sur ces sujets. Ouais. Et comment, justement, ces partenariats avec Chloé, avec Gucci, comment ils s'illustrent? Alors, par exemple, pour prendre celui de Gucci, c'est toujours online et parfois il y a une composante offline avec Gucci. Il y a une page dédiée qui est accessible sur le site de Gucci, page dédiée où si tu as un sac Gucci qui fait partie du programme, tu peux prendre quelques photos. Il y a une mise en ligne simplifiée et plutôt que de le mettre en ligne pour le vendre, nous, Vestiaire, on va le racheter. Ok. Donc, Gucci, imagine tu avais acheté un sac à 1 500 €, pour prendre un exemple. Tu vas le revendre, tu l'as utilisé pas mal d'années, etc. Gucci va te donner un coupon, par exemple, disons à 600 €. Nous, on va racheter ce sac, peut-être pas à 600, Gucci va un peu investir, on va le racheter par exemple à 500 € et on va aller le revendre sur la plateforme ensuite, en gagnant un petit peu d'argent. Ouais. Toi, tu es content parce que ton sac, tu l'as utilisé, tu n'avais plus prévu de le garder. Ok. Tu récupères un coupon Gucci que tu vas pouvoir utiliser. Gucci, ils sont hyper contents parce qu'ils mettent en place un programme qui est lourd parce que eux, s'ils devaient après gérer la deuxième main, pas pratique. Ouais. Ils sont très contents que Vestiaire le fasse. Et nous, on est contents parce que ça nous apporte du supply de qualité et ça nous permet aussi, d'un point de vue marketing, de montrer qu'on est bien exposé. Excellent. Il y avait quelque chose aussi que je voulais revenir, c'est par rapport à l'équipe de Vestiaire Collectif. Elle a bien évolué depuis les premiers jours. Ouais. On avait Fanny et Sophie, cofondatrices, qui sont toujours là. Ouais, bien sûr. D'accord. Et mais également, il y avait un ancien, avant Max, il y avait un PDG, je sais plus son nom et son prénom. Ouais. Je crois qu'il travaille chez Ariani maintenant, si je me trompe pas. Ouais, c'était un des autres cofondateurs. Donc, au début, ils étaient 6 cofondateurs. Et petit à petit, 4 d'entre eux sont partis. Et Fanny et Sophie sont restées. Et effectivement, Max est arrivé au moment du départ d'un des derniers cofondateurs. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont partis de Vestiaire Collectif? Comme toute entreprise, ça fait 15 ans, c'est un long cycle. Créer une start-up, c'est hyper intense. Je pense pour être honnête, je ne les connais pas bien, les 4 autres. Ouais. Donc je n'ai pas les détails de l'histoire. Mais j'imagine il y a deux facteurs. Un, c'est énormément d'énergie de lancer une entreprise. Ouais. Donc, c'est dur de rester, de s'accrocher pendant les 15 ans, les challenges permanents, etc. Après, parfois, sur les entreprises, tu vois que les compétences évoluent, les besoins en compétences évoluent au fil des années. Bien sûr. Donc, comme toute entreprise, pour le coup, toute start-up, les fondateurs restent aux commandes jusqu'à un certain moment et parfois vont aller faire venir des professionnels parce que les besoins ont changé. Ouais, ok. Il y a peut-être une volonté d'exit aussi, de façon financière, avec des nouveaux actionnaires qui rentrent, etc. Évidemment. Et aujourd'hui, Fanny et Sophie, quels sont leurs rôles dans la société? Donc Fanny co-dirige Vestiaire avec Max, Ok. avec un focus particulier sur le marketing, le développement durable et l'industrie de la mode. Et Sophie, c'est vraiment le lien entre l'industrie de la mode et Vestiaire Collectif. Ok. Lien qui est hyper important. Comme je le mentionnais, si Vestiaire arrive à être cet acteur de confiance, c'est parce qu'on a vraiment l'oreille de
l'ensemble de l'industrie, l'ensemble des maisons de luxe. Bien sûr. Et toi, du coup, Bernard, ton job, il ressemble à quoi au jour le jour chez Vestiaire Collectif? Euh, C'est celui qui fait gagner de l'argent, hein? ouais, c'est l'objectif. Ou de réduire les coûts? Déjà de le compter. Ouais. Donc, j'ai fait pendant 2 ans et demi, et ça, c'était top. J'ai été directeur de la stratégie. Ouais. Donc, en tant que directeur de la stratégie, la réalité, c'est que je faisais pas mal de projets spéciaux, disons, que ce soit un financement, une acquisition, euh, des projets de recrutement, etc. Et ça m'a permis, entre ma première partie de carrière en banque d'affaires et cette carrière en corporate, de voir comment fonctionne la vie d'une entreprise, de l'intérieur, d'apprendre à connaître les gens, de comprendre quels sont les enjeux de vestiaire collectif. Donc c'était un apprentissage, c'était une chance d'avoir un apprentissage de l'intérieur. Ouais. Et au bout de 2 ans et demi, c'était un moment où tiens, Max est passé aux États-Unis. Et la personne qui était CFO a pris un job commercial transverse. À ce moment-là, j'ai pris moi la position de CFO. Ok. Donc, je suis arrivé en ayant eu le bénéfice d'une grosse, voilà, à niveau d'une expérience, d'une connaissance de vestiaire qui était très forte. Après, le day-to-day, bon, ça va être le day-to-day d'un CFO. Donc, tu as de la compta, Ouais. tu as du planning, très important, tu as de la fisca, du juridique, des négociations. Ouais. Donc, rien que ces 5 pôles, c'est quelque chose qui Qui t'occupe occupe bien ton temps. beaucoup. Et sur les aspects très day-to-day, hyper importants, mais day-to-day, de la gestion de projet. Et après, sur les aspects plus stratégiques, et l'un des objectifs, toujours, c'est de trouver, je pense, le bon équilibre un peu dans ton allocation de temps entre les deux. Ben, il y a évidemment toute la gestion de nos investisseurs, donc s'assurer qu'on communique nos résultats de façon régulière et convaincante à nos investisseurs. Et ensuite aussi des discussions avec des parties externes, investisseurs externes qui vont peut-être s'intéresser à Vestiaire Collective, construire des relations avec des banques, construire des relations avec des partenaires potentiels. Ouais. Donc c'est voilà, un travail de représentation qui est aussi très important et important. Ok. Aujourd'hui, sur l'ensemble des acteurs du marché de la seconde main, comme Vestiaire Collectif, enfin, quel est le spectre de la compétition, Ouais. notamment en Europe et peut-être après élargir à l'international? Alors, c'est en Europe, sur le segment du luxe, Vestiaire Collective est la grande plateforme, la seule grande plateforme, d'accord. On est aujourd'hui, l'Europe, c'est un peu plus de 60% de notre chiffre d'affaires, et c'est très réparti. Vestiaire, c'est très vite c'est très vite étendu à l'international. Donc Vestiaire est très présent en France, mais au UK, en Allemagne, en Italie, Benelux, Nordique, Eastern Europe, Iberia. Donc on est vraiment partout. Et on est la seule plateforme d'envergure pure play sur le luxe. Euh, ensuite, en concurrence, les modèles de petites boutiques, de petits shops qu'on a toujours connus, souvent les Ouais. quartiers, etc., qui vont faire du dépôt-vente de luxe. Ça fait partie de la concurrence. Ouais. Il y a parfois des modèles un peu traditionnels, je dirais, voilà, qui ont toujours été là. Ces boutiques, on en voit de plus en plus, hein, parce que la deuxième main fonctionne bien. Bien sûr. Même dans le retail traditionnel, c'est une catégorie qui se développe. Il y en a pas mal en France, il y en a pas mal partout, il y en a pas mal au UK. Parfois, ces boutiques vont commencer à se développer sur l'online, d'accord? Donc, elles vont commencer à se développer. Et en Même, général, pardon, ou même vendre sur votre plateforme. ou vendre sur J'en ai vu plateforme. plusieurs d'ailleurs. Absolument, absolument. Parce que comme après, elles cherchent souvent la liquidité, elles se disent, bah, tiens, je vais lister sur Vestiaire, on a des commissions qui sont assez faibles. Donc, elles peuvent travailler, lister sur Vestiaire, elles abandonnent une partie de leur commission, Ouais. mais ça leur permet de vendre les produits. Absolument. Donc ça, on a une petite division B2C. Donc quand les vendeurs ne sont pas des particuliers, Ouais. l'essentiel de leurs vendeurs, 85%, c'est des particuliers, mais le solde, ça va être des professionnels et c'est souvent des petites boutiques. Donc certaines ont développé des sites internet avec parfois un peu de succès, mais comme c'est du dépôt-vente, voilà, c'est Ouais. plus difficile de scale Bien sûr. que Vestiaire, et donc ça reste des petits business. Donc c'est des petits nuages de Ouais. compétiteurs. Parce que votre force, vous, finalement, c'est que vous n'avez pas d'endroit physique. Donc, il y a Absolument. moins de maintien, de stockage et toutes des choses comme ça. Vous êtes un intermédiaire technologique avec cette valeur ajoutée qui est l'authentification. Exactement. Et qui permet d'avoir, d'un point de vue économique, un modèle où
parce qu'il y a un niveau de confiance très élevé, on arrive à avoir des paniers moyens, comme je le disais précédemment, qui est élevé, au-delà de 350 €, donc d'être vraiment un acteur du luxe. Et avec ce modèle mixte entre authentification physique et authentification digitale, on arrive à avoir ce qu'on appelle des coûts par commande, cost per order, qui sont assez faibles et qui font que d'un point de vue économique, avec la taille qu'on a, Vestiaire Collective a réussi à un peu craquer le modèle de la deuxième main et investir avec un modèle économique qui fonctionne très bien. Ouais. Pour finir sur la concurrence, après on a aussi de la concurrence, tu citais eBay, donc je vais rester sur cet exemple, de plateformes généralistes où tu peux acheter une calculatrice, du papier à imprimante, mais aussi une montre de luxe ou un sac à main. Bon, la difficulté de ces plateformes généralistes, c'est sur la catégorie luxe. Voilà, c'est une catégorie où le niveau, comme je disais, de confiance est hyper important, où il y a l'expérience d'achat est importante aussi. Quand tu vas acheter une veste chez Saint-Laurent et que tu rentres dans la boutique, etc., c'est une expérience d'achat qui est différente d'aller acheter une veste, par exemple, dans une marque de fast fashion, etc., où il y aura plus de monde, peut-être moins de gens pour te demander ce que tu veux, pour te dire si la veste elle te va, pour etc. et tout. Donc, je dirais que c'est un peu pareil. Tiens, quand tu vas acheter un produit en ligne sur Vestiaire Collectif, tu es dans un environnement d'achat qui est bien défini, qui est bien caractérisé, qui lui donne confiance, qui t'encourage à acheter. Si tu es sur une plateforme généraliste, c'est un peu plus, difficile. C'est clair. Ok, super Ça, intéressant. c'est sur l'Europe. Aux US, quand même, je vais le mentionner, aux US, la deuxième main, c'est beaucoup plus développé. Donc, il y a plus de grandes plateformes dédiées à la deuxième main et aussi beaucoup de petites boutiques, comme je le mentionnais. Bien sûr. Donc, aux US, il y a une société qui est un de nos grands concurrents, qui s'appelle The Real Real, qui a un business model qui est différent. Business model de Vestiaire est nettement supérieur. Tu es biaisé, je sens. Je suis biaisé. C'est une super entreprise qui s'est bien développée d'un point de vue commercial et qui est établie là-bas depuis avant Vestiaire, donc qui est importante. Ok. Et du coup, la dernière fois, il y avait le déjeuner des investisseurs avec Max. Absolument. Et il y a une vraie ambition, une volonté justement de prendre des parts de marché aux États-Unis. Aux États-Unis, absolument. Des investisseurs, pour revenir sur ça, on avait fait, et c'était du financement, mais surtout du marketing, on a fait une opération de crowdfunding il y a un peu plus d'1 an, qui a été un grand succès, 3500 investisseurs à peu près, donc c'est l'opération de crowdfunding qui a attiré le plus d'investisseurs pour une société française. Ce qui était intéressant, c'est nous on a une grosse communauté, donc on voulait associer notre communauté au succès de Vestiaire Collective. Et effectivement, US, c'est un gros succès pour Vestiaire. On y est maintenant depuis presque une dizaine d'années, peut-être un peu moins. On a réalisé une acquisition aux US, ça on en est hyper fiers. Je pense que déjà, peu de sociétés françaises font des acquisitions aux US. C'est pas classique. On connaît plus d'histoires d'Américains qui viennent acheter des boîtes françaises. Contraire à différent, je pense que dans la French Tech, on doit être la seule à avoir fait une acquise aux US, ou vraiment l'une des seules. Dans technologie de manière générale, c'est assez rare. Et ça a été une acquisition qui a été très réussie. On a acheté une plateforme qui était assez similaire à Vestiaire, qui s'appelait TradeZ, qu'on a intégré intégralement sur Vestiaire. Donc, on a vraiment pris leur base. Vous avez gardé la technologie? On a gardé notre technologie, encore mieux. On avait une technologie qu'on jugeait supérieure, un modèle qui était très proche, mais même marginalement supérieur. Ce qu'on a vraiment récupéré, c'est leur base de données, vendeurs et leur base d'acheteurs. Au travers d'un projet spécial, on a permis à leurs vendeurs du jour au lendemain de devenir vendeurs sur Vestiaire. Les produits ont continué de très bien se vendre, voire de mieux se vendre. Donc, ça a accéléré le supply aux US. Et ça a été fait en 2022, cette acquise. Le business se développait très bien aux US, mais ça nous a permis de gagner une taille critique. Et donc aujourd'hui, on est hyper concentré sur les US. Super. Avec un marketing assez axé sur les US. On était dans Emily in Paris. On a fait un partenariat avec Jessica Chastain, quelques semaines avec Paris Hilton. Donc on a un marketing qui est mondial, mais toujours avec un petit edge US. Ok. Et dernière question pour finir cette interview, c'est le futur de Vestiaire Collectif. Comment vous vous projetez? Où est-ce que vous en êtes dans 5 à 10 ans? Quelles sont les grandes innovations que vous souhaitez développer? Le Vestiaire est vraiment... les tendances sont des tendances de fond. La mode de luxe de deuxième main, c'est quelque chose qui est
Alors, c'est quelque chose qu'ils disent depuis longtemps, mais en ligne et qui est nouveau. Vestiaire, quand ils ont créé le business en 2009, on était les pionniers. C'était la première fois, un jour, j'ai demandé à Fanny, mais t'as copié quelqu'un? Elle m'a dit non, on n'a copié personne. Il y avait eBay qui existait sur la deuxième main, mais eBay était à nouveau multicatégorie. Il n'y avait pas un acteur pure play en ligne. Donc ça fait 15 ans. 15 ans, c'est beaucoup, mais en fait, 15 ans, c'est pas grand-chose. Surtout quand tu réfléchis, l'industrie de l'habillement, c'est 3000 milliards d'euros par an de volume d'articles vendus. Donc la deuxième main en 15 ans, le vestiaire, c'est très petit. Et c'est très petit. Donc quand on réfléchit au futur, c'est vraiment more of the same. Ouais. Il faut continuer de communiquer de plus en plus, de gagner en taille. Quand tu gagnes en taille, tu améliores tes unit economics, tu réduis tes coûts par commande, tu gagnes de plus en plus d'argent, donc tu peux communiquer de plus en plus, donc avoir une awareness plus importante, un niveau de pénétration plus important. Et là, on est vraiment au tout début. Le niveau de pénétration de la deuxième main dans l'industrie de la mode ou de la mode de luxe de façon spécifique, il est de l'ordre de 5%. Ok. Il est très faible. Si tu réfléchis à d'autres industries, les voitures, on doit être très élevé. Je sais que les montres, on est à peu près à 40%. Donc, vestiaire, c'est vraiment continuer pas à pas à gagner, voilà, pénétrer le marché, être plus visible. Excellent. Merci beaucoup Bernard, c'était un plaisir Je t'en prie, de discuter avec toi. Pierre. Merci beaucoup. Merci.